Israël se sépare de son 21e chef de l'état-major de l'armée israélienne. Gadi Eisenkot, en effet, va quitter demain son poste après avoir été à la tête de Tsahal pendant 5 ans et 40 ans, plus de 40 ans en tant que soldat. Et pour parler de cette période, nous sommes heureux d'avoir en ligne ce matin Raphaël Yerushalmi. Bonjour Raphaël, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour. Vous êtes écrivain et ancien officier des renseignements de l'armée israélienne. Vous connaissez donc bien tout ce monde de l'armée israélienne. Je voudrais qu'on parle un peu de cette période avec Gadi Eisenkot, donc pendant toute cette période où il a été à la tête de l'armée israélienne. Comment on pourrait qualifier les fonctions de Gadi Eisenkot pendant toute cette période? Elles ont été en fait doubles, car d'abord, d'emblée, précisons que il a fait tout le long preuve d'un grand professionnalisme et aussi d'une grande discrétion par rapport à d'autres chefs d'état-major par le passé qui étaient un petit peu plus prima donna, un petit peu plus sur l'avant-scène. Lui s'est montré plus discret. Alors il avait au départ surtout un travail de réorganisation de l'armée, d'une part après les leçons tirées du Liban numéro 2 et de la bordure protectrice, où on avait découvert certaines lacunes assez graves, et aussi pour mettre en marche le plan multi-annuel Gideon, qui consiste quand même en une réorganisation assez importante, surtout des forces terrestres de Tsahal, avec une plus grande coordination des différents régiments et brigades des forces terrestres, avec la construction maintenant achevée de la ville, des écoles de combat dans le Negev. Donc il avait un grand travail, disons-nous, administratif et logistique, pratiquement d'organisation de l'armée. Mais parallèlement, il était en fait en pleine action tactique militaire, offensive, sur plusieurs fronts à la fois, ce qui était assez difficile à gérer tout de même, puisqu'il y avait, comme on sait bien, donc ces menaces incessantes du Hamas, surtout le vendredi, Ouais. dirais-je, et puis bien sûr l'immense menace iranienne et le déploiement possible en Syrie. Donc il m'a mené deux fronts en même temps, le front administratif et logistique d'amélioration des conditions d'entraînement et d'éducation, de formation des soldats, et en même temps le passage à l'action. Alors, vous nous avez parlé de menaces, l'une au nord et l'une au sud. Et justement, on a appris hier que le dernier tunnel qui est donc été construit par le Hezbollah entre Israël et le Liban avait été donc détruit par l'armée israélienne. Est-ce que c'est un peu un hasard que cette nouvelle a été donnée hier, juste à la fin justement du mandat de Gadi Eisenkot? Oui, alors comme nous connaissons bien Tsahal et le gouvernement israélien, ce n'est jamais un hasard lorsqu'on déclare quelque chose, et donc c'est évidemment concerté. Dans ce cas précis, il y a deux raisons. La première, c'est que Eisenkot voulait déjà depuis un certain temps passer à l'action avec les tunnels. On connaissait leur existence depuis un longtemps, et Eisenkot aurait voulu déjà au début d'année commencer la destruction des tunnels. Ça a été retardé. Mais il avait au moins demandé de le faire, de terminer le travail avant de quitter son poste. Donc il l'a fait vraiment d'une façon synchronisée, assez incroyable. Il termine véritablement le bouclier nord au moment où il quitte l'armée, mais c'est ce qu'il voulait. Et puis il y a évidemment une volonté ici politique d'envoyer un message à l'ennemi clair et net, et de dire que nous savons exactement ce que nous savons. C'est quand même une déclaration assez dirais-je, aventureuse de pouvoir dire que nous savons que nous avons eu tous les tunnels détruits, tous les tunnels qui en tous les cas offensifs menaçant Israël. Voilà, c'est une façon aussi évidemment d'insister sur notre
pouvoir de dissuasion. Alors, autre moment fort aussi de cette période où Gadi Eisenkot était à la tête de l'armée israélienne, c'est tout ce qui concerne le renforcement de l'armée iranienne en Syrie. Et hier aussi, des révélations qui ont été faites, cette fois-ci par Benyamin Netanyahou, concernant donc des raids qui ont été organisés par l'armée israélienne en Syrie. Alors là aussi, c'est quelque chose de nouveau. On n'avait pas ce genre de raid qui était fait par l'armée israélienne auparavant? Ou ça existait déjà? Non, ce qui est nouveau, c'est que nous en parlions, que nous disions que ce sont nous qui avions fait ces raids. Non pas que quelqu'un ait eu quelques doutes que ce soit, mais en général, jusqu'à présent, Israël avait choisi plutôt la voie du silence. Récemment, on voit effectivement un changement. Ça a commencé avec les déclarations de Benjamin Netanyahou par rapport au nucléaire iranien, et puis petit à petit, on en est arrivé à admettre de temps en temps, et puis là récemment beaucoup plus fermement, que c'est bien donc Israël qui frappe à chaque fois pour faire partir les Iraniens du sud de la Syrie. N'oublions pas qu'il y a ici un jeu assez délicat. C'est la même chose un petit peu avec les tunnels du Hezbollah de Bouclier Nord. C'est d'envoyer un message de fermeté, dissuasif à l'ennemi et puis au monde en général, sans trop tout de même non plus humilier entre guillemets l'ennemi et le forcer à réagir. Car si on humiliait pas trop par exemple le Hezbollah, il pourrait par exemple tirer quelques missiles vers Israël pour sauver la face. Donc il faut un petit peu doser ce genre de déclaration par rapport à l'Iran, où la menace est claire et nette, où ils nous déclarent tous les 2 jours qu'ils vont nous détruire. Je pense que c'est bien d'envoyer le message clair et net. C'est un petit peu une guerre psychologique aussi qui se joue à ce niveau-là. C'est aussi une affirmation qui permet de mettre les points sur les i aux Russes ou aux Américains en leur faisant bien comprendre que nous n'avons pas le choix et ce n'est pas ici une option stratégique, politique ou autre qu'Israël a. Nous n'avons absolument pas le choix. Nous devons intervenir et prévenir la catastrophe si jamais les Iraniens arrivaient à se déployer au sud de la Syrie. Alors maintenant, concernant l'autre front, le front du sud, avec bien entendu le Hamas et bien entendu les roquettes qui sont tirées régulièrement depuis la bande de Gaza vers Israël. On a vu aussi l'apparition de ces ballons incendiaires qui ont été lancés depuis aussi la bande de Gaza par le Hamas sur Israël. On a parlé à un certain moment d'une possibilité d'une intervention militaire dans la bande de Gaza. Cela n'a pas été réalisé. Est-ce que vous pensez que Gadi Eisenkot avait un peu les points liés par le gouvernement israélien qui ne lui a pas donné le feu vert pour cette opération militaire? On aurait pu penser cela à un certain moment, surtout sous la tenure d'Avigdor Lieberman comme ministre de la Défense. Mais d'après les déclarations d'Eisenkot lui-même ces derniers jours, il semblerait que ce serait plutôt lui qui aurait contrecarré en fait le désir d'Avigdor Lieberman d'investir Gaza et qu'il aurait préféré se concentrer sur le front nord sans ouvrir un front sud. Donc les déclarations d'Eisenkot laissent à penser qu'il n'avait pas l'intention ou l'envie tactique, en tous les cas, d'intervenir avec une entrée terrestre physique de Tsahal dans le territoire de Gaza. Et justement, si l'on fait le bilan de cette tenure, on parlera, si on a le temps, du rapport BRIC qui accuse ça de ne pas être prêt pour une guerre de grande ampleur, mais si on fait le bilan de la tenure d'Eisenkot, face à cette grande réussite au nord, avec les tunnels Hezbollah, avec les centaines d'actions menées, au sud, nous avons affaire à un échec clair et net de Tsahal. Il n'y a pas aujourd'hui une véritable dissuasion par rapport au Hamas. Le Hamas, c'est lui qui décide et se sent libre de décider si et quand il va tirer des missiles sur Israël. Il n'y a pas une assurance véritable de la sécurité, une assurance absolue de la sécurité des citoyens du sud d'Israël. Là, on peut parler véritablement d'un échec et d'une certaine entêtement, je pense, sur le plan de la conception militaire, du fait que
le Hamas devrait rester en place, que ça vaut pas le coup d'intervenir militairement. Alors je ne donnerai pas nécessairement raison à Avigdor Lieberman pour une entrée en force de Tsahal dans Gaza, mais peut-être une réponse quand même plus musclée de Tsahal, c'est-à-dire lorsqu'on fait des représailles, des tirs de l'armée de l'air après des tirs de roquettes du Hamas, de faire des destructions plus massives des infrastructures du Hamas, et surtout les éliminations ciblées. Eisenkot a menacé la vie de Soleimani, le chef du régiment El-Quds des gardes révolutionnaires iraniennes. Je pense que les éliminations ciblées à Gaza, ça aurait été tout de même une des solutions que Tsahal aurait dû préconiser, et donc, dirons-nous, éliminer au moins 2-3 têtes du Hamas, dont M. Sinwar et M. Haniyeh, comme d'ailleurs certains officiers du commandement sud l'ont réclamé. Alors, vous nous parliez d'un rapport faisant état de la préparation de l'armée israélienne en cas de conflit, de grands conflits. Ça va être un des sujets sur la table du prochain chef de l'état-major, Aviv Kochavi, qui va donc rentrer en fonction à partir de demain. Quels sont les défis auxquels va devoir faire face ce nouveau chef des armées? Bien, alors, il semblerait, d'après de l'ombudsman donc des armées, le général en retraite Brick, qu'il y aurait eu beaucoup de plaintes, inclus de réservistes, mais des gens qui sont sérieux, donc des chefs de bataillon, hein, pas des simples soldats mécontents, par rapport surtout à la logistique, c'est-à-dire qu'il y aurait un manque de munitions, d'approvisionnement dans les entrepôts de Tsahal, et que certains chefs de bataillon ne se sentent pas confiants dans ça, ce sont des lacunes qui ont été révélées d'une façon extrêmement grave lors de l'opération de Liban numéro 2 et qui auraient dû être réparées depuis. Alors, comme je l'ai dit, Tsahal est en plein remaniement, surtout justement sur le plan des forces terrestres, remaniement des distributions des fournitures, des écoles d'entraînement. Il se peut que durant ce remaniement, il y ait quelques lacunes et que ce soit temporaire, ou bien qu'il faille y faire front. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que Tsahal s'est empressé de faire une contre-commission interne d'ailleurs à Tsahal, donc qui n'était pas du tout indépendante, qui très très rapidement a dit mais non, tout va bien, Brick débloque. Ouais. Et ça m'inquiète un petit peu, cette façon d'avoir un petit peu glissé sous le tapis une critique qui me paraît, à mon avis, venir en tous les cas de quelqu'un d'expérimenté et qui n'a vraiment aucun intérêt à critiquer l'armée pour aucune raison. Je pense que ça va être une des choses à faire, et puis aussi peut-être de nouveau une plus grande motivation des soldats. Je pense que ces derniers temps, Tsahal est de plus en plus, et à raison, je sais que c'est leur rêve, voudrait avoir une armée de métier, une armée professionnelle, avec tout le respect pour nos réservistes et nos jeunes soldats. Tsahal aimerait bien, surtout avec les besoins technologiques actuels, avoir des gens qui restent très longtemps à l'armée, qui soient formés longtemps. Et je pense qu'il y a eu là une sorte de éloignement entre le haut commandement et Tsahal. On est loin quand même de l'époque du légendaire général Raphaël Eitan, qui, tout en étant un grand général, était extrêmement proche du soldat et à l'écoute des jeunes. Alors, ma dernière question, Raphaël, puisqu'on est aussi en campagne électorale, on voit souvent des anciens chefs de l'état-major devenir des politiciens, des chefs de parti aussi souvent. Est-ce que vous voyez dans un avenir lointain ou proche Gadi Eisenkot créer son parti ou rejoindre un parti politique en Israël? Il a dit lui-même qu'il réfléchirait, et la fête d'adieu qu'on lui a fait, eh bien sa maman, qui a l'air d'une femme très sympathique, une vraie maman juive, n'était pas d'accord. Elle ne pensait pas qu'il devrait rentrer en politique. Évidemment, c'est un choix personnel. Reste à savoir si, en fin de compte, alors nous savons que le citoyen israélien se plaint toute l'année de l'économique et du social, mais lorsqu'il arrive aux urnes, il vote sécurité. Reste à savoir si, et c'est vraiment bon d'avoir tous ces anciens généraux siéger sur les bancs de la Knesset et dans les ministères, et si on n'aurait pas intérêt à donner leur chance peut-être ces temps-ci à d'autres politiciens plus technocratiques, dirons-nous,
qui ferait avancer des choses sur le plan économique et social, ce qui n'empêcherait pas du tout d'avoir un excellent ministre de la Défense. N'oublions pas que dans l'histoire d'Israël, les meilleurs ministres de la Défense ont été des civils. D'accord. En tout cas, merci pour ces explications, Raphaël Yerushalmi, ancien officier et de l'armée israélienne et spécialiste militaire et écrivain aussi. Merci beaucoup, à bientôt sur Studio Qualité. Bonne journée à vous.